La chronique de Chloé, une étincelle pour comprendre, apprendre et avancer dans votre quotidien. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la chronique de Chloé, votre étincelle hebdomadaire pour comprendre, apprendre et avancer dans le quotidien. Aujourd'hui, nous sommes en présence de Sabrina Daviet pour parler d'une thématique un petit peu particulière mais non moins importante, d'autant plus durant cette période de fête. Sabrina va nous parler des familles recomposées, des familles parfois séparées, éclatées et comment préserver un cadre sécurisant pour les enfants. Sabrina, bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour, merci pour l'invitation. Alors Sabrina, tu as plusieurs casquettes, tu vas nous en dire plus, mais de mémoire, tu es éducatrice spécialisée de formation, conseillère conjugale, tu travailles dans différents dispositifs, différentes missions, donc tu vas nous en parler. Oui, tout à fait. Alors effectivement, je suis de base de formation donc éducatrice spécialisée. Donc j'ai principalement travaillé dans le milieu du handicap. Puis j'ai fait à la base une reconversion, mais en fait qui est très complémentaire avec le métier d'éducatrice spécialisée de conseillère conjugale et familiale. Donc aujourd'hui, j'ai plusieurs missions, plusieurs postes. Donc j'interviens à la fois dans un espace rencontre. Donc c'est un espace qui reçoit les parents qui n'ont pas de droit d'hébergement sur les enfants, mais qui sont sur un espace collectif pour avoir des temps de visite avec un ou leurs enfants. J'ai aussi du côté pleinement éducatrice spécialisée, j'interviens dans un foyer occupationnel pour adultes en situation de handicap intellectuel et j'ai aussi une part de libéral où je suis du coup à la fois éducatrice spécialisée et à la fois conseillère conjugale et familiale. Donc en Sud Gironde, mais j'interviens aussi beaucoup sur la France entière grâce à la visio. Et là, j'accompagne à la fois des enfants et des adolescents ayant des besoins spécifiques, donc TSA, TDAH, mais je me suis spécialisée sur l'accompagnement à la parentalité et plus spécialement sur l'accompagnement à la parentalité d'enfants à besoins spécifiques. Oui, alors je rebondis parce que c'est vrai que quand on entend le terme conseiller, conjugal, familial, souvent on oublie le terme familial. On a l'impression que c'est seulement pour les couples qui se disputent, alors qu'en fait, le CCF a vraiment des missions très très larges, y compris, comme tu le dis, au sein de la famille. Et c'est ça qui est génial en fait, c'est que ça touche un plus large public. Oui, tout à fait. En fait, c'est vrai que le terme est mal choisi. Et on le revendique d'ailleurs, que ce terme n'est pas très clair, en tout cas pour les personnes qui peuvent nous solliciter, puisque en fait dans le conseil conjugal et familial, effectivement, il y a du conseil conjugal, il y a du conseil familial, mais on accompagne aussi toutes les personnes sur toutes les thématiques de la vie relationnelle, affective et sexuelle. Ok. Du coup, je suis amenée, moi, par exemple, en libéral, à accompagner des couples, oui, mais aussi des familles, des fratries qui se retrouvent en difficulté ou qui comme ça m'est déjà arrivé et en lien avec la thématique, qui veulent se séparer et qui veulent réfléchir à comment on peut accompagner les enfants ou l'enfant dans ce moment particulier de la vie familiale. Et oui, et c'est finalement la thématique du jour, alors que toi, tu côtoies en fait sur un de tes emplois. Alors d'ailleurs, je me posais la question, donc tu parlais des parents qui venaient rencontrer leur enfant sur ce lieu collectif, parce que l'enfant vit avec son autre parent, parce que l'enfant est interne, enfin, comment ça se passe ? Alors, c'est tout le temps parce que le parent vit chez son parent qu'on appelle le parent hébergeant. D'accord. Et le parent visiteur est un parent qui n'a pas de droit d'hébergement sur son ou ses enfants et qui, du coup, rencontre son ou ses enfants dans cet espace qui est un espace collectif sur une durée de 1 à 3 heures où il va pouvoir voir son ou ses enfants et passer du temps avec eux, mais qui, du coup, n'a actuellement pas le droit d'avoir son enfant à domicile. D'accord. Soit parce qu'il y a des problématiques familiales ou soit parce que des fois, les personnes sont aussi en grande précarité et n'ont pas forcément le domicile ou la santé psychique, mentale, des fois, de pouvoir avoir son enfant à la maison. Oui, et puis là, l'avantage, c'est qu'il y a un accompagnement du coup autour et que toi et tes collègues, j'imagine, sont présents aussi pour les accompagner. Donc, ça fait toute la différence que lorsqu'on est seul avec son parent à domicile. Oui, tout à fait. Souvent, c'est de la reprise de lien ou des fois, il y a eu des interruptions dans la relation entre l'enfant et le parent. Et du coup, notre rôle, nous, c'est de l'accompagner pour pouvoir renouer ce lien-là, réapprendre à se connaître et à reconstruire effectivement ce lien-là qui a été soit complètement arrêté ou soit qui est compliqué puisque il y a des relations parentales qui sont compliquées.
principalement dans des cas de violence conjugale. Mais oui, forcément. Et puis alors là, on arrive dans cette période, on va dire festive, joyeuse, tout le monde prépare Noël, on pense aux cadeaux, on pense à ce qu'on va manger, mais on pense pas toujours à l'enfant qui va se retrouver... Alors, on a des enfants qui n'ont plus de parents, ou l'un ou l'autre parent. On a des parents, familles monoparentales, donc qui n'ont qu'un seul parent qui les élève. Et puis on a des familles qui malheureusement sont éclatées. Alors parfois la garde se passe bien, et puis on fait une semaine chez papa, une semaine chez maman, ou chez un coparent, de maman, de papa, peu importe. Même quand ça se passe bien, j'imagine que ça doit être difficile de se dire je fais Noël avec l'un et du coup pas avec l'autre. Et puis après j'alterne, je fais le 31, la fin d'année avec l'un et puis pas avec l'autre. Des fois les familles sont complètement éclatées. Ça se dispute pour savoir qui prend l'enfant pendant les fêtes, chez qui il va aller, un petit peu comme si c'était un sac à patates, si je puis me permettre l'expression. Alors, est-ce que toi, tu as des expériences? Tu as déjà vécu ça avec des familles que tu accompagnes? Est-ce que tu as des conseils, des choses à nous dire? Oui. Alors déjà, je voulais commencer par 3 chiffres qui me semblent importants. Le premier, c'est qu'aujourd'hui, en France, environ 45% des mariages se terminent par un divorce. Ah oui. Ils représentent presque un couple sur 2. Et ces divorces se produisent, dans les statistiques, à partir de 5 à 10 ans de mariage. Bon, après, ça, c'est pas ce qui nous importe, nous, aujourd'hui. Ce qui nous importe aujourd'hui, c'est que dans ces couples qui divorcent, 60% des couples divorcés ont des enfants, un ou des enfants. Donc, ce qui représente quand même une bonne partie de la population, puisque sur 45% de personnes qui divorcent, 60% ont des enfants. Et que, le dernier chiffre qui me semble important, c'est qu'aujourd'hui, 15 à 20% des enfants vivent dans des familles recomposées, qui ont à la fois leur système familial de base et qui ont en plus du coup un deuxième système familial qui se rajoute et qui demande en fait d'interagir dans une dynamique qui est souvent complexe et qui est due souvent à la relation antérieure des parents, mais qui demande du coup une nouvelle logistique qui peut engendrer des soucis un peu émotionnels et d'organisation, comme tu as pu le signaler. Oui. Donc, on va commencer peut-être par les couples qui divorcent et qui s'entendent bien, puisque ça arrive. Oui, heureusement, c'est vrai. Ce que je peux voir et ce qui fonctionne, c'est effectivement régulièrement les couples, comme tu disais, il y en a un qui va avoir Noël, l'autre qui va avoir Nouvel An, et ça va switcher d'une année sur l'autre. Mais ce que moi je propose et ce qui peut être intéressant de réfléchir, puisque même s'il n'y a plus de couple relationnel, il reste toujours un couple parental, c'est que le couple parental puisse, si possible, organiser du coup une planification un peu collaborative, de pouvoir effectivement partager les fêtes pour que l'enfant ou les enfants puissent passer du temps avec leurs 2 parents. Mais dans l'idéal, c'est quand même intéressant de pouvoir réfléchir, quand le couple parental s'entend bien, de pouvoir organiser peut-être des activités familiales ensemble, comme un repas ou l'échange de cadeaux, pour montrer que malgré la séparation, il peut quand même y avoir une unité familiale, et de réfléchir aussi, effectivement, qui dit Noël dit cadeau et dit liste au Père Noël, tout ça, de pouvoir s'organiser de concert pour pouvoir faire les choses le plus simplement possible, je dirais, et qu'il n'y ait pas, par exemple, 15 cadeaux chez maman et que 5 chez papa parce que les finances sont, par exemple, différentes, mais de pouvoir créer un peu une unité autour de ça et de pouvoir réfléchir un peu intelligemment sur comment on peut faire en sorte que ce moment-là des fêtes ne soit pas un moment de déchirement pour l'enfant quand le couple parental fonctionne bien. C'est bien, ça. Effectivement, heureusement, on sait que certains couples fonctionnent encore comme ça, et ça, c'est génial. Ça reste rare, malgré tout, alors que finalement, on pourrait résumer en disant on ne s'aime plus d'amour, mais oui, on reste à s'apprécier quand même. Il y a un moment où on s'est quand même aimé, où on s'est apprécié, et même si là, on n'a plus envie de poursuivre notre route amoureuse ensemble, on a quand même un chemin avec notre ou nos enfants, et c'est important de le poursuivre d'une autre manière, mais de le poursuivre quand même. Oui, c'est pour ça que j'aime bien cette notion de couple parental, puisque elle sera toujours présente. Du moment où les enfants sont là, le couple parental, lui, doit subsister. C'est peut-être quelque chose qu'on devrait dire aux parents avant de devenir parents, ou même quand ils se marient. C'est-à-dire que oui, le divorce existe, vous pourrez un jour ne plus être un couple amoureux. Par contre, dès lors que vous avez des enfants, le couple parental, il sera toujours là toute votre vie, dès lors que vous aurez des enfants, et c'est inévitable, et ça, faut en avoir conscience. Oui, exactement. Et c'est même, je dirais, la base, puisque un couple qui vient à se séparer, qui n'a pas d'enfant, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'enjeu, mais les enjeux sont moindres puisque on peut envisager de ne plus du tout être en contact. Oui. Alors que du moment où il y a des enfants, il y a des décisions communes qui doivent continuer, que ce soit sur la santé, la scolarité, sur l'hébergement, sur les vêtements, et effectivement sur toute cette période de fête, comment on s'organise pour que ça reste une fête.
Et ce oui. soit pas un moment de complications supplémentaires dans la relation avec ses enfants ou avec l'ex-conjoint. Alors là, tu nous parlais du côté un peu positif des couples Oui. qui continuaient d'avancer ensemble, le couple parental, mais on a des situations un petit peu moins drôles. Oui, malheureusement, même si le couple amoureux a pu être très soudé et très proche, malheureusement, dans les séparations, que ce soit en lien avec les motifs de séparation ou sur des conflits qui peuvent naître sur justement la logistique, entre guillemets, de l'accompagnement des enfants, des fois, c'est pas toujours simple. Et la communication dans le couple parental peut être très compliquée. Donc là, ce qu'on va préconiser, c'est pas de passer une journée ensemble, puisque dans certaines situations, c'est juste impossible. Je l'ai abordé brièvement tout à l'heure, particulièrement quand il peut y avoir des violences conjugales qui font que ça peut être juste impossible pour le couple parental d'être en présence. Mais là, ce qu'on va préconiser, c'est plutôt des choses en lien avec la communication, c'est-à-dire on va essayer de privilégier une neutralité. On va éviter les commentaires négatifs sur l'autre parent en présence des enfants. On a le droit d'être en colère, on a le droit d'être mal par rapport à son ex-conjoint et de lui en vouloir pour plein de raisons, mais l'enfant, même s'il a pu être témoin de certaines choses, doit être préservé au mieux, en tout cas de ce conflit-là, et ne pas être à la fois la source d'alimentation du conflit, puisque comme tu disais, ça peut être aussi un peu la bagarre de savoir, non, moi je voudrais l'avoir pour Noël, même si tu l'as eu l'année dernière, enfin voilà, ça peut engendrer d'autres conflits, mais aussi voilà, de préserver l'image du parent auprès de l'enfant. C'est-à-dire, on n'a pas à dénigrer l'autre parent, quel qu'il ait pu faire, puisque malgré tout, comme on disait, le couple parental perdure, mais le lien parental perdure aussi, et on ne peut pas changer ses parents. Sa maman ou son papa restera toujours sa maman ou son papa, et le lien, si possible, doit être préservé. Moi, je fais un petit peu le rapprochement très très bête sur l'alimentation. En fait, c'est pas parce qu'on n'aime pas manger des courgettes qu'on doit priver toute la famille de manger des courgettes. C'est un peu ça, oui. Voilà, même si on a eu des mauvaises aventures avec les courgettes et qu'on veut vraiment plus voir les courgettes parce qu'on n'aime pas ça, nos enfants ou notre conjoint ou voilà a le droit de manger des courgettes. Et voilà. Alors, c'est pas du tout rabaissant ce que je dis, mais c'est vrai que pour des choses assez simples, ça nous paraît évident. Et là, je pense que vu qu'il y a l'affectif aussi, ça devient moins évident. Oui, tout à fait. Et puis en plus, le fait de justement, si on part un peu sur cette analogie-là, de dire, par exemple, l'enfant adore la courgette, mais le parent ne peut plus le voir en peinture, donc du coup, il ne va plus vouloir que l'enfant mange de la courgette, l'enfant va finir par plus vouloir manger de la courgette. Oui, c'est vrai. Et du coup, c'est compliqué parce que moi, je le vois dans mes accompagnements, le lien, que ce soit du coup avec n'importe lequel de son parent, doit essayer d'être préservé, quelle que soit la situation, mais que l'enfant peut être aussi amené, lui, à dire non, moi, je veux pas de ce lien. Mais c'est là tout ce qui est compliqué entre, on va dire, essayer de préserver ce lien tant qu'il ne fait pas non plus trop violence à l'enfant. Oui, parce oui. que, ça, c'est des cas qui sont encore plus complexes et on n'aura peut-être pas le temps de les aborder aujourd'hui. La parole de l'enfant a un poids. Il y a toutes les notions de conflit de loyauté qui se mettent en place. Si la communication parentale est vraiment trop compliquée, en disant ton autre parent est un monstre, il m'a fait subir ça, il paye pas la pension alimentaire, il ou elle, quand je dis il, c'est le coparent, quel que soit son sexe, bien sûr. Voilà, ce n'est pas du tout genré, mais voilà, du coup, ça induit aussi une prise de position parfois inconsciente chez l'enfant et encore plus au niveau de l'adolescence. Mais après, ce que moi j'aurais tendance à dire, c'est d'essayer au mieux de pouvoir préserver ce lien parental dans l'enfance et dans l'adolescence et qu'après l'enfant, il va se construire. Il va se construire et c'est lui, en tant qu'adulte, qui décidera de la place qu'aura son parent. Mais ce que moi, je peux voir dans le travail, c'est que des fois, même si c'est compliqué pour l'enfant d'être en lien avec son parent, il a quand même envie de voir que son parent essaie. Oui. Il peut lui en vouloir de plein de choses, mais je crois qu'il n'y a rien de pire pour l'enfant que de voir que son parent abandonne et qu'il ne se bat plus pour lui. Même si lui, il va être réfractaire et qu'il va être dans le conflit, il a quand même besoin de voir que son parent se bat pour lui. Et qu'il est toujours là, quoi qu'il se soit passé. Et qu'il est toujours là et qu'il a toujours une place auprès de son parent. Mais c'est un beau mot de la fin. En tous les cas, moi, je rajouterais de ne pas hésiter à faire appel à un conseiller conjugal, familial ou tout autre professionnel. Mais c'est vrai que ça me paraît être le professionnel le plus adéquat pour accompagner les familles dans ces situations. En tout cas, ça donne de l'espoir, malgré tout. Il y a des solutions, il y a des possibilités et ça ne se passe pas toujours mal.
Heureusement. Non. Merci Sabrina pour ta présence avec nous aujourd'hui. Merci à tous pour votre écoute et à la semaine prochaine dans la chronique de Chloé. Merci, au revoir. Au revoir. C'était la chronique de Chloé, une étincelle à retrouver en podcast sur le site radioselnos.com.